Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre 45 minutes de décryptage, le deuxième depuis, le premier, pardon, depuis cette rentrée 2025, ce qui nous permet à tous de vous souhaiter nos meilleurs vœux, il est encore temps. Alors aujourd'hui, pour ce 45 minutes de décryptage, nous avons souhaité le dédier à la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, avec les enjeux qui sont liés à son adaptation pour une meilleure sécurité. Et c'est un webinaire pour lequel nous avons le plaisir de réaliser en collaboration avec Reliance et avec Georges Romero qui m'accompagne tout au long de ce webinaire. Alors, on va être tous les deux, et je vais laisser Georges se présenter à animer ce webinaire. Mais bien entendu, l'objectif pendant ces 45 minutes, c'est qu'il n'y ait pas que deux intervenants, mais que les participants à ce webinaire puissent aussi interagir avec nous. Donc, l'ensemble des professionnels participants à ce webinaire sont bien entendu invités, un, à ouvrir leur caméra, et puis deux, au moment des échanges avec nous, pouvoir ouvrir leur micro. En tout cas, Georges, je te remercie sincèrement d'avoir accepté d'animer cette rencontre à nos côtés et puis de cette collaboration avec Reliance pour parler d'un sujet extrêmement important en matière de sécurité du patient au bloc opératoire. Et je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, merci beaucoup Noémie, ravi de participer et d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Je me présente rapidement, je suis donc Georges Romero, je suis alors, anesthésiste réanimateur, on va dire de formation, puisque depuis que je suis chez Reliance, je ne pratique plus. Je suis chez le groupe Reliance, donc vous connaissez peut-être plus sous le nom de CHAM, qui était l'ancien nom, qui est devenu un groupe donc d'assurance et risk manager. En quelques mots, pour vous présenter Reliance très rapidement, comme je vous l'ai dit, donc, assureur et risk manager, notre objectif est d'accompagner les établissements de santé, alors que l'on assure, mais pas que, sur la détection de leurs risques, les risques prioritaires, comment travailler pour les éviter, puis pour savoir bien réagir en cas d'événement. D'où le sujet particulier aujourd'hui qui nous touche beaucoup autour de la gestion des événements qui pourraient être évités notamment par la réalisation de la checklist sur les plateaux techniques. Merci, Georges. Alors, pour des questions très techniques, hein, pour l'instant, vos micros sont coupés, mais bien entendu, vous aurez la possibilité de les activer au moment des questions-réponses. Le webinaire, il est enregistré, tout comme tous nos 45 minutes à Calirel Santé. Il sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de Calirel Santé, où par ailleurs, vous pouvez retrouver les autres thématiques depuis le début des 45 minutes. Alors effectivement, hein, on va parler aujourd'hui de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire avec ces enjeux qui sont notamment liés à son adaptation pour une meilleure sécurité des patients. Donc c'est un webinaire qui va s'articuler autour de plusieurs points, mais vous allez voir, ça va se faire dans la continuité et puis surtout on va essayer d'interagir avec vous, voir vos réactions, vos expériences. Tout d'abord, on va reposer un cadre assez synthétique sur quand on parle de la checklist, de quoi on parle, son impact sur la sécurité des patients, bien entendu. Tout un volet autour des éléments de sécurité, des éléments liés aussi à son adaptation. Pourquoi c'est important de l'adapter pour l'adopter, selon le slogan de la Haute Autorité de Santé, mais quels sont aussi les points de vigilance sur son adaptation. Et je crois que Georges, tu auras des expériences à nous partager. Et, on ne doute pas que les participants aussi auront des questions associées à cette adaptation. Ce qui nourrira nos échanges avec vous. Et puis, on finira le webinaire avec des ressources que vous pouvez mobiliser en lien avec son implémentation, des ressources mobilisables et puis des perspectives qu'on vous propose. Alors, un petit clin d'œil, parce que c'est vrai qu'on aborde aujourd'hui la checklist sécurité du patient au bloc opératoire. C'est un vrai sujet de sécurité des patients qui fait partie des attendus, bien entendu, du référentiel de la Haute Autorité de Santé, avec des exigences renforcées dans le futur référentiel qui va être dévoilé la semaine prochaine par la HAS. Et c'est aussi un axe de travail fort de la feuille de route nationale pour la sécurité des patients et des résidents qui est portée par le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, France Asso Santé,
la FORAP et les autres acteurs nationaux qui sont engagés sur les questions de qualité et de sécurité des patients. Donc c'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de sécurité des patients et c'est un sujet aussi du quotidien des professionnels qui exercent au bloc opératoire. Donc nous espérons que pendant ces 45 minutes, vous trouvez repères, ressources et surtout des réponses à vos interrogations. Alors, avant de laisser une large parole à Georges, rappelez bien entendu que quand on parle de checklist sécurité du patient au bloc opératoire, on n'est pas sur une démarche de document administratif, mais on est bien sur une barrière de sécurité, une barrière qui va sécuriser les pratiques et les organisations des professionnels au bloc opératoire pour éviter les événements indésirables associés aux soins. Alors, on a beaucoup de littérature et beaucoup de retours d'expérience autour d'accidents au bloc opératoire où la checklist aurait pu éviter la survenue de cet événement indésirable, de cet accident. Donc, on connaît les oublis de corps étrangers et l'importance de l'utilisation de la checklist pour récupérer avant l'intervention, avant la fin de l'intervention, ces éléments. Les erreurs de côté, et pas que sous anesthésie générale, hein, sous tout type d'anesthésie réalisée au bloc opératoire. Donc on a pas mal de retours d'expérience sur ces événements indésirables liés à un mésusage de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, mais on a aussi des retours d'expérience qui démontrent que la checklist, elle a permis de récupérer des erreurs. Et c'est vrai que dans la communication qu'on peut en faire, on peut, selon aussi le retour d'expérience de la HAS et de Orthorisque, dire quelquefois merci à la checklist parce qu'on peut éviter de justesse des erreurs de côté. Donc, je vous invite à visionner et à lire ces retours d'expérience qui sont particulièrement intéressants. Le premier, merci à la checklist, valorise le fait que la checklist ait récupéré cette situation. Le deuxième, qui est proposé par la prévention médicale, nous apprend, enfin en tout cas fait le retour d'expérience, que la checklist a bien été utilisée mais malheureusement mal utilisée, c'est-à-dire que tout était coché, mais coché de façon plutôt systématique, administrative et non comme une barrière de sécurité. Donc c'est autant de retours d'expérience qui nous apprennent que la checklist, c'est un vrai outil en matière de sécurité des patients. Et puis, il y a plein de littérature hein, sur le sujet qui nous démontre que ça diminue de manière significative les complications péri-interventionnelles, que ça permet le partage des informations qui sont essentielles concernant le patient entre les membres d'une équipe au sein du bloc opératoire. Et bien entendu, ça sécurise, et on abordera la question des trois temps, le go et le no-go, ça sécurise les points critiques avant, pendant et après toute intervention chirurgicale. Alors, on est tous convaincus, je pense, aujourd'hui autour de ce webinaire que la checklist, c'est une barrière de sécurité. Et pour autant, depuis son obligation de mise en place en 2010, on a plein de freins à son implémentation qui sont là aussi documentés. À la fois des freins culturels, des freins individuels professionnels liés aux pratiques et même aux organisations. On sait que son caractère obligatoire a pu conduire à une sorte de cochage mécanique des items sans vraiment une mobilisation de barrières de sécurité. On a un des retours d'expérience que je vous ai évoqué qui l'illustre parfaitement bien. Il s'agit pas simplement d'avoir la checklist pour qu'elle puisse être utilisée. Il y a tout un accompagnement à son implémentation qui est plus complexe qu'une simple transposition d'un secteur à l'autre. Oui, dans l'aviation, les checklists sont utilisées, mais c'est pas parce que dans l'aviation, les checklists sont utilisées qu'on peut les implémenter si facilement que ça au bloc opératoire. Et puis, ça nécessite du leadership qui convient d'identifier au sein des professionnels pour avoir une mobilisation pluriprofessionnelle de cet outil. Alors, il y a des solutions et on les abordera lors de ce webinaire, hein, des stratégies d'adaptation aux particularités locales, ce qui a fait l'évolution des recommandations de la HAS sur le sujet, un engagement des cliniciens dès son adaptation et son implémentation. Il faut embarquer tout le monde dès le départ, et particulièrement les cliniciens. Et puis tout un volet de formation et de sensibilisation qui sont essentiels pour accompagner son implémentation. On Bonjour. a des facteurs de réussite, hein, la culture du travail en équipe, le fait d'évaluer régulièrement les pratiques, et puis, comme je disais, l'adaptation
mais une adaptation appropriée au contexte local. Bonjour, hein, excusez-moi, je suis en retard, c'est Madame Tardivet. Bonjour madame. On a aussi au regard des leviers qui peuvent être mobilisés, hein, la culture du travail en équipe, les audits réguliers, les adaptations appropriées. On a un certain nombre de freins qui sont identifiés, hein, qui soient individuels, qui soient au travers d'une culture hiérarchique au sein des blocs opératoires qui peut être implantée, et puis un manque d'implication de l'ensemble des professionnels et peut-être un corps professionnel qui porte un petit peu plus la checklist et qui du coup devient sa propriété par les autres catégories professionnelles, ne devient pas une culture pluriprofessionnelle au niveau de l'équipe. Je sais que Georges, ça le fait sourire parce qu'il a plein d'exemples à nous illustrer sur le sujet. On avait pu, plus localement en région Pays de la Loire, en 2020, enfin précédemment à la fin des années 2010, et puis on a remobilisé en 2020 une évaluation régionale autour de l'utilisation de la checklist au bloc opératoire que vous pouvez retrouver sur le site internet de Calirel Santé. Mais je vous ai juste fait une capture d'écran qui je trouve illustre bien les difficultés d'implémentation de cette checklist. C'est les résultats qu'on a pu observer au travers d'un audit observationnel sur les différents temps, avant induction, avant incision et après fermeture, en fonction des profils d'intervenants. On avait pu observer la présence ou non le leadership de ces catégories professionnelles, la participation effective le contrôle et puis la validation finale du go-no-go. Et on voit bien qu'on a quand même beaucoup plus de rouge que de vert et on a des catégories professionnelles qui sont plus engagées, notamment les IBON. Donc on voit que en 2020, on en reparlera en fin du webinaire. On vous propose aussi de remobiliser ce type d'évaluation pour voir comment vos travaux d'implémentation et peut-être d'adaptation permettent d'améliorer ce leadership partagé et la vraie mobilisation de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire. On en reparlera aussi, et Georges illustrera, autour des adaptations qui sont dorénavant fortement encouragées par la Haute Autorité de Santé. On vous mettra en fin de webinaire le lien vers les pages de la HAS où on a un panel de propositions qui vous permet à la fois de mobiliser soit des checklists génériques, soit des checklists de spécialité qui ont été faits notamment avec les organismes agréés ou les sociétés savantes, et un format de checklist à personnaliser avec des prérequis, en tout cas des points de vigilance sur la personnalisation de la checklist en matière de vérification impérative avant l'intervention et après l'intervention, et les vérifications ultimes des points critiques en présence de toute l'équipe. Au-delà de ça, je vais laisser tout de suite la parole à Georges pour nous partager son expérience et puis l'expérience d'Aureliance autour de la sinistralité au sens large au bloc opératoire et dans les établissements de santé. Je te remercie, Georges. Merci beaucoup, Noémie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, qui auront un petit peu de redites, mais comme l'a dit Noémie, hein, l'important, c'est pas de vous donner de l'information, c'est surtout de prendre un temps de partager et de répondre à vos questions et aussi partager votre expérience, que, encore une fois, l'expérience de terrain, elle est fondamentale. Donc, comme je vous le disais, un Reliance, donc on est un groupe mutualiste d'assurance. Et pour juste expliquer en quelques mots, en première partie, je vais vous donner un peu d'où vient notre compréhension, notre connaissance du risque sur le terrain, et puis surtout vous parler du sujet du jour qui est les événements qui sont au bloc opératoire évitables par la checklist et comment résoudre les choses et apporter des solutions à ce genre de problème. Donc notre connaissance, évidemment, on est assureur, donc elle vient surtout des réclamations indemnitaires, donc de la sinistralité. On a aussi d'autres sources de connaissances qui sont la gestion d'événements indésirables. On accompagne énormément d'établissements sur la gestion d'événements pour lesquels il y a ou il n'y a pas de réclamation, mais on est là pour les accompagner à la phase aiguë de ces gestions des événements, et notamment, on va avoir certains événements type erreur de côté, erreur de patient, bloc opératoire. On réalise aussi une soixantaine de visites de risque d'établissements publics et privés chaque année, qui nous permet aussi de voir un état des lieux de ce qui se passe, quelle est la réalité du terrain, et je vais vous partager quelques données sur les évaluations qu'on a faites cette année passée sur l'état de l'art de la checklist dans différents profils d'établissements. Puis enfin aussi des publications, on publie, on regarde aussi ce qui se fait dans la littérature sur
dans ce domaine-là. Donc, ça nous permet d'avoir une vision assez globale et ça recouvre un petit peu ce que vous a présenté Noémie pour un peu l'état des lieux de la checklist aujourd'hui. Slide suivante. Donc, très rapidement, juste pour vous dire, voilà, globalement, on suit à peu près 12 000 sinistres par an chez Reliance. 5 267 ont été analysés. Tous ces résultats, vous pourrez les retrouver dans notre panorama des risques, qui est sur le site Reliance, et vous aurez aussi le lien qui vous sera partagé pour pouvoir le lire si vous voulez. Mais juste pour vous dire, voilà, on a suivi en MCO 5 267 événements indésirables. Vous verrez qu'une majorité sont des événements indésirables graves, et que la grande majorité de ces événements concernent le bloc opératoire et encore plus large si on associe les services interventionnels, donc les plateaux techniques lourds, ben c'est plus des 2 tiers de la sinistralité que l'on suit chaque année. Et on a donc analysé cette sinistralité et je vous fais un focus particulier sur les événements que nous, on voit en lien avec le bloc opératoire et plus particulièrement qu'on appelle la notion de never events. Donc, slide suivante. Très rapidement, donc comme je vous le disais, sur le panel global de ces 5000 événements, une majorité sont des événements indésirables graves, plus de la moitié, et 97% ont eu un impact sur le patient, entre modéré et qui va jusqu'au décès. Le message juste que je voudrais vous partager, c'est un petit message important, c'est que quand il y a une réclamation patient en interne, il faut toujours en tenir compte. On a plutôt tendance à croire que souvent que c'est des personnes mécontentes. En fait, très très souvent, il y a eu un dommage ressenti par le patient et qui est significatif. Quand on regarde l'analyse des causes sur un panel de dossiers que l'on sélectionne chaque année, on fait une analyse des causes approfondie et on voit qu'on retrouve les mêmes choses que dans la littérature. Donc la sinistralité globalement est un très bon reflet de ce qui se passe dans les établissements et on retrouve toujours les 4 mêmes causes avec les défauts de communication en premier, problèmes de vérification, défauts d'organisation, de coordination, l'état de santé du patient. J'en dirai pas plus sur la vision globale, je vous laisserai découvrir dans notre panorama si vous ne l'avez pas encore vu pour avoir plus d'informations. Slide suivante. Du coup, je vais vous parler d'un sujet qui nous parle beaucoup. Donc, il y a pas mal d'informations sur cette slide, mais je vais aller sur l'essentiel. C'est la notion de never event. On a fait le choix chez Reliance de s'intéresser à ces never events. Alors, un petit peu à l'instar en France sur ce qui est autour des never events et le médicament, mais surtout la NHS en Angleterre, dans le service public, suit une liste de never events, donc des événements dont la définition est importante. Ces événements graves, plus ou moins graves, qui ne devraient pas se produire et qui sont évitables, qu'il y a des solutions et des recommandations nationales et internationales pour les éviter. Donc, vous voyez bien le sujet avec la checklist qui est assez clair. Donc, on a décidé depuis 2 ans de suivre ces événements et en 2023, comme vous pouvez le voir, on en a enregistré 150. On a fait une liste, on en a sélectionné 6 principalement, dont une grande partie sont clairement liées à la checklist, comme les erreurs d'intervention, les oublis de matériel, les prothèses inadaptées, etc. Vous voyez le type de spécialité, donc le top 5 des spécialités concernées, donc principalement l'orthopédie et l'obstétrique, loin devant les chirurgies viscérales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche toutes les spécialités interventionnelles. Il n'y a pas une spécialité qui peut se dire, nous, on n'a pas d'événements totalement évitables. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on en a enregistré 150 en 2023. Un certain nombre de ces événements avaient eu lieu avant. Plus de 50 ont eu lieu en 2023. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de marteler aujourd'hui pour dire, on est sûr déjà que par rapport au prisme vu par le groupe Reliance, on sait qu'il y a au moins un never event est totalement évitable, donc au bloc opératoire toutes les semaines, et on est sûr qu'il y en a beaucoup plus. Encore une fois, on a par le prisme des réclamations, donc vous imaginez qu'il y en a beaucoup plus que ça, donc c'est un événement que l'on ne souhaite pas arriver, qu'on ne veut pas qu'il arrive et qui sont évitables, d'où vraiment, et Noémie l'a dit en introduction, c'est un sujet quasiment de santé publique, c'est vraiment une priorité à mettre en place et on en parlera. Et d'ailleurs, c'est assez peu connu, l'Organisation mondiale de la santé l'a mis dans son plan stratégique de plan d'action de la sécurité patient au niveau mondial. Ils suivent les pays qui ont mis en place les indicateurs de suivi des never events au niveau national. La France, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pour l'instant que l'Angleterre et encore ses services publics. Il y a la Suisse qui s'y est mis. Nous, on est européens, on est sur plusieurs pays et pour l'instant, aucun pays que l'on suit n'a mis en place ce système-là. Donc, je pense que la France va s'y mettre. Et moi, je vous encourage vraiment au sein de vos structures à définir vos never events qui rentrent bien dans la définition, c'est-à-dire pour lequel il existe des solutions à mettre en place. Et pour moi, on rentre vraiment dans cette culture de résultat. Le lien avec la checklist.
comme vous pouvez le voir, quand on a, nous, analysé ces cas-là, déjà, on se rend compte que là, il n'y a plus de défaut d'organisation dans les causes. Les causes qui ressortent, c'est quand même clairement des problèmes de communication. Il y a beaucoup de publications aujourd'hui qui sortent autour de la checklist et qui se résument à si on se parlait. Je pense qu'on pourrait faire le webinaire en disant juste ça et puis tous aller boire un café et aller discuter parce qu'en en fait, ça se résume au bloc opératoire à si on se parlait. Et on se dirait beaucoup plus de choses. Et puis donc des fautes de vérification par force des choses. L'information importante sur cette slide aussi, et la dernière, c'est qu'en fait, 90% de ces événements étaient évitables par la checklist. Il y en a un certain nombre d'événements pour lesquels il existe d'autres recommandations, type erreur médicamenteuse grave. Mais en fait, 100% de ces 90%, la checklist évidemment était parfaitement tracée. Vous me direz, c'est logique, on ne va pas noter qu'on s'est trompé de côté et qu'on opère quand même la mauvaise jambe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre le défaut qu'on a autour de la culture de cette checklist, c'est-à-dire qu'on est capable de tracer que c'est le bon patient, le bon côté, que tout va bien, que c'est le bon compte décompresse, et pourtant, il y a une problématique. Donc, ça met vraiment en exergue qu'il existe des événements et qu'on a un sujet avec la checklist. Slide suivante. Donc, je continue sur justement la problématique de la checklist. Donc, un peu comme Noémie va la présenter, de la même façon, là, je vous ai mis un résumé de l'état des lieux de ce qu'on a vu, ces quatre structures, quatre grosses structures, deux publiques, deux privées, différents profils, ESPIC, privé libéral, CHU et CH. Et ça vous montre les résultats globaux de la qualité. Donc, je reviendrai un peu sur le détail juste après, mais vous voyez, globalement, le premier temps est bien fait dans 27% des cas. Le time-out, qu'on pense souvent bien le faire, c'est dans la moitié des cas. Et le troisième temps, c'est assez catastrophique. Je vous avoue que même dans les petites phrases qui fâchent, j'ai assez régulièrement, on me demande en me disant « Ah bon, il y a un troisième temps ». Donc ça montre aussi, encore une fois, le travail qu'il y a à faire. Et pourtant, on est à la 15e année, c'est l'anniversaire, le 15e anniversaire, c'était janvier 2010, la mise en place de la checklist en France. Et on voit encore la marge de travail qu'il y a à faire et on est très loin de penser que c'est acquis. Donc la particularité aussi, vous pourriez dire, de la problématique des audits externes ou des évaluations externes, en fait, nous, on ajoute à l'évaluation et à l'observation des entretiens individuels et ça nous permet d'être, et c'est ce qu'on a constaté, beaucoup plus proche de la réalité avec ces entretiens individuels. Et vous voyez qu'on regarde en observation et en entretien 140 critères. Donc, c'est des choses assez abouties. Slide suivante. Et si on comparait par rapport à la littérature ou au travail que nous a présenté Noémie sur Caliren, on voit que globalement, on retrouve les mêmes résultats qu'une variable. Alors là, c'est une revue de la littérature alors qui est assez ancienne, hein, puisque les résultats étaient de 2015, on était plutôt au début, qui montrait alors, on va dire plutôt un premier temps qui était plutôt bon, mais si on regarde vraiment, c'est une revue de 15 études en fait. Dans ces études-là, il y en a certaines qui montrent à peu près les mêmes résultats que nous. Mais je pense que ça aussi, ça a joué à la problématique qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on avait aussi une surévaluation de la qualité de la checklist et on a eu un peu de problème aujourd'hui à expliquer aux établissements qu'en fait, c'est pas si terrible que ça. Slide suivant. Alors, Georges, il y a déjà une petite question, puis ça me permet Ah, comme ça de t'interrompre, juste pour te ouais. dire que ton micro est un peu bruyant. Je pense que ça doit Oh, être vêtements. c'est parce qu'il bouge sur Voilà. donc je vais le tenir Et comme ça. il y a une première question sur de savoir qu'est-ce qui est investigué dans les entretiens avec les professionnels, qu'est-ce qui est questionné auprès des professionnels. Ouais. Alors en pratique, je vais revenir juste après un peu plus sur le détail des grands thèmes que l'on regarde pendant la checklist. En pratique, globalement, on leur demande comment ils vivent la checklist et il y a un certain nombre de critères que l'on regarde et qui leur sont reposés. Typiquement, est-ce qu'ils sont, à quel temps ils sont présents et ils participent, qui est présent, est-ce que tout le monde s'arrête, etc., etc. Je vais revenir un petit peu plus sur le détail après. Tous les critères qui sont au moment des entretiens sont dans l'observation. Par contre, il y a certaines choses dans l'observation pour lesquelles on ne pose pas de questions. Dites-moi surtout pour le micro si ça continue à faire du bruit. Donc voilà, je rentre un peu plus dans le détail justement des critères. Donc là, les critères sont répartis, donc je vous les ai rassemblés en grands thèmes. Donc on a des critères structurels, des critères de réalisation de la checklist et aussi toute la partie analyse des événements. Vous voyez que je passe les critères structurels qui nous aident plus à expliquer des choses un petit peu, est-ce qu'elle est adaptée ou pas au secteur, donc ça c'est facile de répondre oui ou non. Est-ce qu'elle est informatisée, est-ce qu'elle est accessible. Enfin, ça c'est un point assez fréquent que des établissements commencent la checklist à l'entrée du bloc, mais ils n'ont pas de support accessible. Donc ça c'est aussi intéressant de le discuter, de le partager tout à l'heure si vous voulez. Et puis après, voilà, est-ce que les contrôles
Est-ce que c'est structuré? Est-ce que ça se fait de façon en équipe? Est-ce qu'il y a vraiment un temps de pause respecté? Est-ce que tout le monde y participe? Est-ce que le patient participe? Le sujet, Noémie en a parlé, de leader et de coordonnateur. Ça, c'est un vrai sujet qui a aussi posé de problème et ça ne m'étonne pas des résultats par profession que vous avez obtenus dans le travail Calirel, que les IBOT soient plus impliquées parce qu'elles ont été souvent mises en responsabilité et mises en position de coordonnateur et on n'a pas mis assez de façon importante le rôle du leader. On en reparlera, mais clairement, le leader, et notamment le temps 1, ça ne peut être personne d'autre que l'anesthésiste, c'est le seul qui sait qui endort le patient. Et le temps 2, ça ne peut être personne d'autre que le chirurgien qui sait à quel moment il va commencer ou inciser. Et il y a vraiment une différence entre être leader et être coordonnateur. Ça, c'est un vrai sujet de piste de travail pour améliorer. Donc après, il y a tous les sujets de traçabilité. Et le temps 3, qui pose beaucoup de problèmes autour des de partage de prescriptions. Et puis enfin, tout ce qui va être plutôt analyse des événements, donc les no-go et les dysfonctionnements détectés. Et enfin, tout ce qui va être autour de l'analyse de la checklist elle-même et des incidents. Nous, ce qu'on constate, je ne vais pas aller très vite, parce que ça va être sur tous les sujets de discussion, mais déjà, d'emblée, c'est des checklists qui ne sont pas adaptés au secteur. Le plus fréquemment, l'exemple type, c'est la césarienne, pour lequel il n'y a pas de checklist. Souvent, on nous dit que c'est une urgence, on n'a pas le temps. C'est quand même problématique, parce que c'est là où elle a le plus de sens. Les contrôles croisés, il y a énormément de personnes qui pensent que le fait de faire des vérifications vaut comme checklist. Et en fait, il faut effectivement faire les vérifications et il faut bien les partager, les informations. Souvent, on voit des équipes où effectivement, ils font très bien le contrôle de l'identité, du type d'intervention dès l'entrée du bloc, l'entrée en salle, qui est très bien fait aujourd'hui. Il y a vraiment une nette progression, mais ce n'est pas partagé avec le reste de l'équipe. Donc, soit le reste de l'équipe n'est pas présent, soit ils font autre chose. Il n'y a pas vraiment cette notion de partage croisé des informations. Donc, ça aussi, un gros sujet d'amélioration sur ce sujet-là. La réalisation en équipe ou l'absence de personnes, le fait qu'il n'y ait pas de temps de pause, l'absence d'opérateur ou d'anesthésiste à différentes étapes, le leader médical, les sujets de traçabilité. On a des cas où c'est parfois tracé jusqu'à 30 minutes avant l'incision, le time-out, voire l'extrême qu'on a vu, c'est que toute la checklist est tracée dès l'entrée du patient en bloc ou une fois que tout est terminé en salle de réveil. Enfin, tout le panel de possibilités de la traçabilité, on a tout vu. Et puis enfin, donc l'absence des partages des consignes post-op, très fréquent, et l'absence d'analyse des événements indésirables et des no-go. Et en fait, tous ces écarts-là, on les retrouve clairement dans les explications de pourquoi on a des événements indésirables dans l'analyse des incidents. Du coup, on a émis, donc, slide suivante, Noémie, s'il te plaît, donc des recommandations pour essayer d'améliorer les choses. Encore slide suivante. Donc, sur quoi on s'est reposé pour faire ces recommandations? On a émis 10 enjeux majeurs en matière de sécurité, notamment concernant le bloc, comme vous pouvez le voir, un des 2 enjeux est limiter les erreurs de procédure. Il y a un autre enjeu qui n'est pas le sujet du jour, mais je pense qu'il vous parle aussi, c'est d'améliorer la coopération entre chirurgiens et anesthésistes en phase post-opératoire, qui est un gros sujet, source d'événements, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, 3 grands thèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Travailler et continuer à travailler sur l'amélioration du savoir-faire médical, ça c'est plutôt quelque chose qu'on fait assez bien, à travers la simulation, la formation, etc. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Notre souci dans la matière de gestion des risques, c'est plutôt travailler sur la culture de l'erreur, autour des facteurs humains et organisationnels en santé, et le savoir-être, apprendre à communiquer, à partager, à faire des retours d'expérience, etc. Et c'est les 2 sujets sur lesquels on a une mission importante, puisque c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de formation. Et bien au contraire, on est même formaté, je parle en tout cas pour les médecins, on est même formaté à aller contre cette culture-là. Donc, c'est un vrai sujet de travail. Et du coup, et je terminerai là-dessus, pour nous, donc c'est la slide suivante, les 6 actions clés à mener quand vous avez un travail à faire sur la checklist, et c'est ce que nous faisons quand nous accompagnons, donc on a l'expérience à accompagner des établissements pour améliorer cette partie-là chez Reliance. On adapte à chaque fois ces 6 points clés. Le premier point, c'est vraiment d'en faire une priorité. Au sein de l'établissement, ça ne peut pas marcher si ce n'est pas vraiment pris en compte à tous les niveaux, du top management, la commission médicale d'établissement, des équipes gestion des risques et qualité, et au niveau aussi plateau interventionnel, le management de proximité médical et non médical, qui est vraiment fondamental. J'insiste bien sur le côté leadership aussi, pas seulement pendant la checklist, mais aussi du projet. D'avoir un diagnostic expert précis, donc comme l'a montré Noémie, vraiment d'avoir un regard extérieur ou vraiment d'avoir l'expertise en interne, parce qu'on retrouve énormément d'établissements où quand nous on fait notre diagnostic, ils nous disent non, c'est pas possible,
où on nous dit on a déjà fait un diagnostic, on voit là où ça ne va pas, et en fait, il y a un grand, grand écart. Et c'est vrai qu'il faut vraiment former des personnes et être accompagné pour faire cette évaluation de la checklist, parce qu'il y a une surestimation de la qualité de la checklist. Ça, c'est vraiment un des problèmes. Ça paraît bête, mais donner du sens, hein, expliquer à quoi ça sert. Et ça, c'est un point clé aussi avec le point suivant sur adapter la checklist. C'est que pour pouvoir l'adapter, il faut qu'on sache à quoi elle sert. Il faut répondre à la question, ben, qu'est-ce que je veux pas voir? Et souvent, en fait, on est un peu à côté, on est plus sur est-ce qu'on rentre dans le cahier des charges. On passe plus de temps à savoir si on rentre dans le cahier des charges qu'à savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut éviter comme événement. Ça change un petit peu le prisme, mais ça change beaucoup de choses. Donc, Noémie l'a beaucoup dit, effectivement, adapter la checklist, c'est l'adage de la chaise qu'elle met énormément en avant. Hein, l'adapter, c'est l'adopter, c'est une réalité. Mais gros, gros point de vigilance par rapport à ce qu'on a pu voir et ce qu'on voit sur les établissements, où on a vraiment un éventail assez important hein, sur cette adaptation. Ça va à une simplification à l'extrême de la checklist, où à un moment, on ne partage plus rien. Ça va, nous, on a vu à des trucs à quasiment qu'un seul point, où le temps 1 et le temps 2 est rassemblé. Alors, c'est vrai que ce qu'a partagé Noémie hein, sur le doc de l'HS, il y a une petite confusion. Parce qu'il y a le tableau, c'est écrit temps 1 et temps 2, c'est pas écrit temps 1 ou temps 2. Donc, on ne peut pas faire du 2 en 1. Il y a bien un temps avant anesthésie, quand il y a de l'anesthésie, il y a bien un temps avant incision avec des vérifications qui sont les mêmes, parce qu'on n'est pas tout à fait à la même étape. Et c'est important, effectivement, de partager 2 fois que c'est le bon patient, par exemple. Ça a du sens. On a vu un des établissements qui avait enlevé le temps avant anesthésie en disant ça ne sert à rien, le plus important c'est avant l'incision. Voire l'inverse, c'est pas très malin ni dans un sens ni dans un autre, donc il faut vraiment être vigilant parce qu'encore une fois on passe à côté de choses. Et la question c'est à quoi on veut passer. Et l'autre inverse, c'est des checklists adaptées vraiment dans le détail avec parfois 150, 160 critères. Donc on n'opère plus les patients, on fait des checklists. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et nous, notre message vraiment clé, c'est d'associer un pilotage à cette adaptation. Il faut avoir une vision structurelle et de l'institution pour pas que ça soit des checklists. On a vu aussi des checklists adaptés par chirurgie et par chirurgien. Donc, c'est pas possible non plus parce que c'est là où vous créez forcément de l'erreur. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vision globale et toujours répondre à cette question à quoi ça sert. Former, ça, c'est vraiment fondamental et former en continu, donc toutes les équipes, mais aussi en formation initiale, hein, quelqu'un qui rentre dans un bloc. Ce qu'on voit très très souvent, un nouveau chirurgien, un nouvel anesthésiste, nouvelle méthode pour faire la checklist. C'est pas entendable. Hein. C'est vraiment un médecin qui vient de s'adapter à la pratique de la structure. Alors, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais ça doit être mis en place. Et encore plus quand vous êtes centre de formation hein, pour les élèves, infirmiers ou jeunes médecins, il faut vraiment les former à ce que c'est que la checklist. On le voit depuis 15 ans, hein, la formation par tâche d'huile, ça ne marche pas, parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui et on ne vous parlerait pas de ça. Donc clairement, il faut vraiment former, sensibiliser. Et enfin, piloter. Pour être sûr que ça fonctionne, il faut vraiment poser des indicateurs bien au-delà d'indicateurs de la traçabilité, parce que je ne connais pas d'établissement qui a moins de 99,9% de traçabilité. On a même, et ce n'est pas une blague, un établissement qui un jour nous a dit on a 104% de traçabilité. Donc j'ai un score battu, je ne savais pas qu'on pouvait faire mieux que 100%. Donc à un moment, on perd le sens encore. Hein. La traçabilité, c'était au début, c'était intéressant. Aujourd'hui, elle n'a vraiment pas beaucoup de valeur. La preuve en est. Il faut vraiment trouver les bons indicateurs et effectivement le suivi des dysfonctionnements ou ce que disait Noémie aussi en introduction, de suivre aussi les merci, la checklist. Voilà, grâce à la checklist, voilà ce qu'on a récupéré. Ça aussi, c'est un très très bon indicateur pour pouvoir les partager. Et puis mettre en place des évaluations régulières, adaptées à votre structure, à votre capacité à les faire et à l'accompagnement que vous pouvez avoir. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit de mon côté. Donc maintenant, je suis à votre disposition avec Noémie pour la suite. On va, comme ça va nous permettre d'ouvrir les échanges. Et puis, je viens tout juste de lancer un petit sondage pour ouvrir et nourrir les échanges, de savoir si vous, dans vos structures, vous l'avez adapté, ou si c'est en cours, si c'est prévu ou absolument pas. Ce qui nous permettra, pour ceux qui l'ont adapté ou ceux qui ont prévu de le faire, de pouvoir avoir peut-être des retours d'expérience et des échanges avec la salle. Alors, pour l'instant, on a 67% des répondants, 60% répondants qui l'ont adapté. On va laisser encore quelques petits instants, mais c'est assez intéressant de voir que
l'adaptation n'est pas encore déployée sur toutes les structures, hein. Alors, je vais mettre fin au sondage parce que je trouve que déjà ces résultats sont assez intéressants. Donc normalement, vous devriez les voir sur vos écrans si ça fonctionne bien. Pardon, de ton côté, tu les vois, Georges? Oui, oui, tout à fait. Alors, ça t'évoque des choses que tu peux voir, enfin que vous pouvez voir à Reliance lorsque vous rencontrez des établissements? Oui. Alors, sur le sujet adaptation, effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui ont mis en place des adaptations, mais ce qui est intéressant, c'est que sur des lieux où ça devrait être adapté, très souvent, elle ne l'est pas. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la césarienne, qui est un vrai sujet. Effectivement, on est en urgence et c'est là où il y a des points clés à vérifier au cours de césarienne, ne serait-ce que l'anesthésiste arrive, le pédiatre a été prévenu, etc., etc., qui sont des événements que nous on voit assez régulièrement, hein, sur des retards de prise en charge, où en fait on a oublié de prévenir le réanimateur pédiatrique, ce genre de situation. Donc c'est là où vraiment il y a un sujet, et c'est souvent dans ce secteur-là où elle n'a pas été adaptée, parce qu'en équipe, on considère que ce n'est pas fait pour l'urgence. Donc c'est assez intéressant. Mais effectivement, beaucoup de structures se sont lancées dans ce sujet-là, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que ça doit être amélioré et que ça peut être modifié. Alors, ben, ce qui va nous permettre, Georges, d'aller chercher des retours d'expérience, peut-être parmi les participants. Alors, on a pu observer que certains d'entre vous n'ont pas de micro, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat ou partager vos retours d'expérience sur le chat. Mais on voit qu'on n'a qu'un seul participant pour lequel l'adaptation est en cours. Donc ça va être assez facile de pouvoir peut-être l'interroger et de savoir les questions qu'il se pose et comment ils adaptent actuellement cette checklist. Alors j'ai pas le moyen de savoir qui c'est, mais je vais vous laisser, si vous le voulez bien, tout simplement vous laisser la possibilité d'activer vos micros. Normalement, vous pouvez le faire vous-même. Oui, c'est moi, Bonjour. Docteur Viel, La Roche-sur-Yon. Alors l'adaptation de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, elle est en cours au niveau de la clinique. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités qui l'ont déjà adapté et il y a des spécialités qui sont en train de l'adapter. Et vous êtes appuyé sur les recos HAS de vos sociétés savantes pour avoir des adaptations aux particularités des spécialités? Oui, je crois que les gynécologues, ils se sont adaptés aux recommandations. C'est juste. Voilà, oui, Pascal Tardivelle doit être aussi en ligne. Oui, je n'ai pas mis ma caméra, mais je suis en audio. Oui, on s'est adapté. Et puis, bon, ça a été validé en équipe, hein. Voilà, là, on travaille sur l'adaptation de la checklist là, pour les stomatologues. Et puis, on est en train de voir avec les ophtalmos aussi pour que ce soit adapté, pour qu'elle soit réalisée de manière un petit peu plus cohérente. Voilà. Et vous avez rencontré des difficultés d'adhésion des professionnels? Vous l'avez fait, c'est les cliniciens qui sont, on va dire, en prime abord emparés du sujet, où il y a eu vraiment une logique institutionnelle d'en faire une priorité? C'est au niveau de la CME et de la direction qu'on a pris les choses en main parce que il y a certains praticiens qui sont toujours un petit peu réfractaires aux nouvelles pratiques. Ouais, chez nous, c'est pareil. Comme dit le docteur Viel, c'est pareil. Ça a été validé en équipe. Après, bien sûr, avoir suivi les normes et puis analysé aussi avec la chef de bloc. Voilà. Donc, il y a eu des retours et des échanges entre les équipes, la direction, la CME et, bon, oui, la chefferie de bloc, comme on dit. Voilà. Et c'est pratiqué, hein. Il faut être systématique, en effet. Alors, Georges, Une question plus générale par rapport à ça, par rapport à l'adaptation, etc. Est-ce que vous avez remarqué, ou c'est peut-être encore trop tôt, que justement il y a une amélioration des pratiques et notamment de détection de dysfonctionnement et de quelque chose? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là ou c'est peut-être un peu trop précoce encore? Là, c'est un petit peu trop précoce pour qu'on ait un Mhm. retour sur l'adaptation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de praticiens qui la réalisent et qui la réalisent sûrement de manière plus correcte. Mais on n'a pas encore de statistiques Mhm. sur le résultat. D'accord. est-ce que vous avez prévu dans la phase d'implémentation puis de mise en œuvre de pouvoir systématiquement analyser les no-go? Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous êtes questionné? RMM, Alors, il y a Vincent Massé aussi qui doit être dans la boucle oui. et qui est chargé de la qualité chez nous là.
Et c'est entre guillemets lui qui est chargé de relever ces anomalies-là. Et en RMM, c'est systématiquement présenté en quelque sorte, hein, et analysé. Voilà. Mais merci de votre partage d'expérience. Alors peut-être que parmi les 9 répondants qui ont adapté, peut-être que on a des retours d'expérience justement sur ce que ça a permis, les bénéfices de cette adaptation sur la sécurité des patients, puis sur les résultats. Si l'un d'entre vous... Moi, je pense que, Alors, comme dit Timothée, c'est un peu récent. Il faut un petit peu plus de recul, mais avec les RMM qu'on organise une fois tous les trimestres ou quadrimestres en fonction, on analyse et on verra bien les dysfonctionnements en quelque sorte et si c'est lié justement à les problèmes d'adaptation à tous les niveaux. Voilà, un petit peu tôt, mais bon, on sent qu'il y a une systématisation qui se met en place suite aux adaptations de checklists, etc. alors, je vois que j'ai une question, Georges, qui m'est adressée en direct. Ça a été évoqué aussi par le petit retour d'expérience là, des professionnels de la clinique Saint-Charles que je remercie de partager leur expérience. Et une remarque sur qu'est-ce qui fait qu'on a des cultures médicales, quelquefois individuelles, qui sont contre cette mise en œuvre de la checklist. Est-ce qu'on a des éléments explicatifs, des facteurs individuels, des facteurs de spécialité? Oui, tout à fait, hein, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un fait, mais c'est un état des lieux, mais c'est important de l'avoir en tête que justement, quand vous allez recruter notamment des nouveaux médecins, pour avoir ça en tête, c'est qu'aujourd'hui, les médecins ne sont toujours pas formés à cette culture, de gestion des risques, culture de l'erreur. Au contraire, hein, euh, et ça commence, nous, dès la maternelle, hein, ou dès l'école primaire, où on est sanctionné quand on fait une erreur, et pas le contraire, hein. L'exemple type que je prends toujours, hein, quand vous faites une dictée, vous êtes sanctionné par faute, pas par mots qui sont bons. Et c'est encore pire quand vous attaquez des études de médecine, où là, on vous explique dans toutes vos études qu'il faut être bon, et que si vous êtes bon, vous ne faites pas des erreurs, et si vous êtes, c'est aussi bête que ça, et si vous faites des erreurs, c'est que vous êtes mauvais. Et tout à coup, on est plongé dans le monde de la réalité du terrain, et là, on se rend compte qu'il faut travailler en équipe. Ce que je dis, qu'il faut se parler, on n'apprend jamais à se parler et à écouter. Donc, il faut en tenir compte, d'où l'importance de mettre ça en place. On peut toujours rêver aujourd'hui, nous, on essaye d'y contribuer à ce qu'il y ait une formation initiale pour les médecins cette culture-là, et notamment la checklist en est un très très bon reflet. Pouvoir dire parfois à certains profils de médecins, attends, là tu es en train de te tromper, c'est parfois très très compliqué. Donc c'est vrai que voilà, on a un profil qui ne permet pas ça. Aujourd'hui, on le sait, on essaye de travailler contre. Donc il faut aussi, vous, dans vos structures, en tenir compte et de le travailler en équipe et justement d'aller plutôt vers les médecins qui aujourd'hui, dans vos équipes, sont vraiment emballés par le sujet parce que vous avez besoin de relais, de leadership sur le projet pour petit à petit embarquer et surtout vous dire, c'est pas parce que ça marche bien que ça va continuer à bien marcher. Il vous suffit d'avoir un ou deux nouveaux recrutements ou deux personnes un peu leaders qui s'en vont et ça va s'arrêter aussi net. Donc, il faut vraiment y intégrer à la fois ce que je disais, des solutions de pilotage pour bien voir quand ça va commencer à se décaler, et puis vraiment du leader de projet, d'où l'importance de le porter au plus haut niveau du top management de la structure, mais aussi d'avoir des bons relais sur le terrain. Mais du coup, voilà, il y a une vraie explication, pour répondre totalement à la question, il y a une vraie explication pourquoi c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de prise de conscience que dès la formation initiale des médecins, c'est le dernier rempart, hein. Toutes les formations paramédicales aujourd'hui ont de la formation à la gestion des erreurs. Les infirmières travaillent beaucoup sur la gestion des erreurs médicamenteuses. Les IBOD et aujourd'hui les IAD dans leur formation, une formation sur la checklist, sensibilisation sur l'erreur. Nous, toujours pas. Et ça, il faut en tenir compte et se dire qu'il faut faire avec pour l'instant. Mais ça progresse quand même parce que il y a, ouais, on va dire une vingtaine d'années, il y avait des jugements de valeur qui étaient attachés aux études, Hmm. bien que les médecins craignaient de s'exprimer. Avec la mise en place des RMM, de ces discussions où on a gagné en expérience collective et en dédramatisation sur l'erreur, moi je crois qu'on progresse. Sauf que au début, si vous voulez, il fallait adapter cette philosophie de la prise de conscience collective et elle n'y était pas là. La RMM, d'autres choses ont permis. La systématisation de la checklist au bloc opératoire, elle doit être faite, partagée, et à la limite, on ne donne pas le coup de bistouri quand
quand ce n'est pas fait. Vous voyez, Mhm. mais moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait des médecins qui s'opposent à tout ça. Je pense que soit c'est parce qu'ils estiment qu'il y a un gain de temps qui est perdu, en quelque sorte, soit tout simplement parce que la culture n'est pas encore complètement ancrée. Mais ce n'est pas de l'opposition. C'est, eh ben, écoutez, ce sera ça en plus, quoi. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut être positif. Il faut partager, comme vous le disiez, ces leaderships, mais il ne faut pas que ce soit une seule personne ou très peu de personnes. Il faut que ce soit du systématique Mhm. avec de la bienveillance. Et le problème, c'est que la bienveillance, elle n'y est pas quelquefois. Donc, le médecin va se bloquer. Voilà. Il a la pression aussi de faire son créneau opératoire, de sortir à l'heure avant qu'il n'y ait plus de problème de personnel. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que c'est complexe un peu, c'est multifactoriel. Moi, je suis plutôt à mon niveau, moi, j'assure les RMM avec Monsieur Vincent Massé, et puis d'autres médecins, bien entendu, dans toutes les spécialités. Moi, je suis plutôt optimiste averti, comme je dis, mais il faut un tout petit peu de temps. Bon, nous, il faut qu'on soit prêt, bien sûr, pour l'été. Mais je dirais que c'est au niveau national, hein. Il y a des équipes plus ou moins bonnes. Il faut partager notre expérience collective et dédramatiser la notion d'erreur, hein. Je ne parle pas de faute, je parle d'erreur. Voilà, et se Mhm. donner peut-être un petit peu plus de temps, ce qui ne veut pas dire réduire son activité, mais plus de temps pour pouvoir assurer ce qu'on doit faire systématiquement. Oui, Merci alors je suis de... 100% d'accord avec vous, mais effectivement, les choses ont nettement amélioré. Mais comme vous l'avez dit, dans le cadre de la gestion déjà de l'erreur et des événements qu'on peut voir en RMM, là, la réponse pour moi, c'est pourquoi aujourd'hui on en est encore là. Parce que comme je disais, hein, la checklist, elle a 15 ans. C'est pas quelque chose qu'on a sorti il y a 6 mois. Et on voyait les résultats que l'on obtient, où au total, moins de 30% des checklists sont encore bien réalisés dans la majorité des études. Donc, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est une explication, il faut en tenir compte, mais je partage à 100% avec vous, on s'améliore, il faut continuer, mais il faut en tenir compte, c'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais, le point important, c'est pas parce que ça fonctionne bien aujourd'hui dans votre secteur que demain ça fonctionnera parce que c'est jamais acquis. Il y a vraiment un travail de continuité parce qu'il suffit, encore une fois, que des personnes qui portent le lead, qui sont très porteurs, s'en aillent et que d'autres viennent qui sont un peu à contre-courant. Il faut recommencer. Donc c'est vraiment le message clé, c'est un travail de continuité et qu'il ne faut pas s'arrêter sur un bon résultat d'études, etc. Il faut vraiment se dire quand on part, c'est pour longtemps et c'est comme ça qu'on le rentrera. C'est vraiment l'ancrer dans la culture, comme vous avez dit. C'est vraiment ça le sujet. Ben, merci de vos témoignages, ce qui nous permet de faire le lien. Alors, je passerai peut-être, je te laisserai peut-être aborder la question du panorama des risques juste après, Georges. Mais effectivement, dans tous vos retours d'expérience et les échanges qu'on a pu avoir, il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, d'accompagnement des équipes pour l'implémentation de cette checklist, et notamment par la Haute Autorité de Santé, qui a capitalisé aussi sur l'intégralité de ces retours d'expérience en lien avec les sociétés savantes et puis les organismes accrédités. Je vous ai mis un flashcode là où je vous invite vraiment à aller parcourir la foire aux questions de la Haute Autorité de Santé sur la checklist, enfin les checklists pour la sécurité du patient, avec un certain nombre de réponses autour de la mise en place, de la facilitation à sa mise en œuvre, de la sensibilisation, de la formation, qui sont particulièrement bien documentées, et un lien avec les articles de référence associés qui sont particulièrement intéressantes. On a abordé aussi la question de la formation et de l'accompagnement des équipes à la formation. Donc, comme je vous le disais en début de webinaire, on a organisé en 2020 une évaluation de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire à Calirel Santé, pour lequel je vous ai présenté quelques résultats, mais je vous invite aussi à visionner notre webinaire de restitution, où on avait fait intervenir deux approches d'accompagnement des équipes via la formation. La formation par la simulation à l'utilisation de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, qui nous avait été partagée par le docteur Véronique Delmas du Centre de simulation du Mans. Et c'est une approche particulièrement intéressante justement pour la question du leadership partagé et de s'entraîner ensemble pour une conscience partagée de cette utilité, puis presque de cette nécessité de théâtralisation pour permettre que la checklist elle puisse être utilisée. Et puis les formations pour lesquelles on avait aussi fait une action de déploiement assez massif avec l'équipe de la Safety Academy. Autour de ce webinaire, on a aussi un replay d'un retour d'expérience et d'un partage de l'expertise du docteur Frédéric Martin,
qui pilotent la société, enfin la Safe Team Academy, qui ont un espace de formation type e-learning immersif avec des jeux de rôle qui est particulièrement de qualité et qui permet aussi de façon pluriprofessionnelle, c'est-à-dire que vous vivez une situation d'utilisation de la checklist en fonction du profil de professionnel que vous êtes, et puis il y a un temps de débriefing à suivre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des ressources qui existent au-delà des recommandations de la HAS. Il y a les accompagnements par les assureurs aussi type Reliance. Il y a les structures régionales d'appui type Calirel qui peuvent vous accompagner aussi pour faire le lien. L'évaluation que nous, on a mis en œuvre en 2020, on va prochainement l'intégrer sur notre plateforme IFORAP pour vous permettre de mener en autonomie des évaluations. En 2020, on avait déjà axé sur les temps prioritaires des go et des no-go. Là, on va adapter notre grille d'évaluation pour les équipes qui ont adapté leur checklist puissent mobiliser l'évaluation de façon relativement générique. Dans tous les cas, vous avez beaucoup de ressources associées et vous pouvez aussi aller plus loin dans votre réflexion autour des risques au travers des travaux qui sont faits par les assurés, notamment Reliance. Et je te laisse en dire quelques mots sur le panorama des risques, Georges. Oui, merci. Donc, vous pouvez télécharger, vraiment, c'est ce que je disais, c'est les chiffres globaux donc, qui reprend nous ce qu'on voit sur une analyse de la sinistralité qu'on réalise, donc c'est la deuxième année consécutive, et qui fait le lien vers un certain nombre de focus particuliers sur les urgences, sur le risque infectieux, sur le bloc opératoire et aussi sur l'obstétrique. Vous trouvez pas mal d'informations aussi sur ce que je vous ai dit aujourd'hui sur les never events. Merci, Georges. Alors, 45 Merci. minutes, ça passe extrêmement vite. On a débordé de 5 minutes. Dans tous les cas, on espère que vous aurez trouvé réponses, des repères, des réponses, un intérêt de mise en relation entre les établissements et les équipes de la région Pays de la Loire pour partager autour de ce sujet. Comme ça a pu vous l'être partagé en début de webinaire, ce dernier est enregistré et sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. On vous adresse bien évidemment un petit mail pour vous informer de sa mise en ligne. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous ou auprès de Georges Romero pour voilà, en savoir plus et avancer sur le sujet. Notre prochain 45 minutes, eh bien, c'est lundi. Passé le week-end, on retrouvera probablement un certain nombre de professionnels aujourd'hui, lundi, puisque lundi, on a un 45 minutes dédié au management par la qualité, avec la présentation de notre parcours 2025, notre parcours collectif 2025. Donc, c'est un webinaire qui est en fin de journée, sous un format de 45 minutes et qui débutera à 17 heures. Un énorme merci, Georges, de ta participation Grand plaisir, merci à et de la toi. qualité de ces échanges. Un grand merci aux participants et aux personnes et aux professionnels qui ont accepté de prendre la parole et de contribuer à la réflexion de ce 45 minutes. Je vous dis à très bientôt et bonne fin d'après-midi et bon week-end à venir pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous.